Dans le monde de la compétition permanente, il n'y a pas de place pour les faibles, il n'y a pas de place pour les vulnérables, il n'y a pas de place pour les blessés. La France fait des plans autisme péniblement, lentement, parce que je pense qu'en fait, nos dirigeants, soit s'en foutent un peu, soit font des effets de manche. Enfin, Emmanuel Macron, c'est l'effet de manche, quoi. C'est de dire oui, Madame Le Pen, j'abats ma carte blanche sur le thème de moi président. Il n'y aura plus aucun enfant autiste sans solution. Bon, bah, c'est une blague. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Sur ma chaîne, j'aime beaucoup recevoir des gens qui gardent une profonde lumière malgré les épreuves qui peuvent frapper chacun d'entre nous. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Minh Tran Nguyen qui va nous parler de son fils qui est autiste sévère, comment vivre, comment l'accompagner, comment l'aider, comment faire avec la maltraitance institutionnelle et politique aujourd'hui, comment faire de cette épreuve une manière de devenir une meilleure personne. Vous allez voir, c'est passionnant. Et j'ai encore une petite chose à vous demander. Surtout, abonnez-vous et sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre la note maximale. Ça permet de donner de la visibilité à ce travail. Bonjour Minh. Bonjour Fabrice. Je suis très content de te recevoir pour ton nouveau livre. Qu'est-ce qui t'a conduit à l'écrire ? Eh bien, j'ai 2 petits garçons. L'un a 10 ans et il est autiste sévère. Il ne parle pas. Il est très difficile de communiquer avec lui. Et mon autre petit garçon, Serge, lui a 3 ans. Et lui, il communique de façon typique, ordinaire. J'ai écrit un livre sur mon aîné, Paul, un enfant sans histoire, où justement l'idée c'était de tenter de donner une histoire à un petit garçon qui par définition n'en a pas, dans la mesure où on ne sait pas comment il pense, on ne sait pas ce qu'il pense, et il évolue très peu. Et ensuite je me suis dit, mais évidemment Serge est arrivé et c'était une surprise pour nous. On s'est demandé s'il serait autiste aussi, et il se trouve que manifestement il ne l'est pas. Alors déjà j'ai pensé, bon, dans 15 ans peut-être qu'il va me demander des comptes, en se disant mais comment ça se fait que Paul a un livre entier sur lui et que moi j'ai rien du tout. Et par ailleurs, je me suis retrouvée confrontée à une difficulté qui était comment expliquer à Serge que son frère est handicapé, alors que Serge est trop petit pour l'instant pour comprendre ce que ce terme recoupe. Il ne sait pas très bien déjà comment nous on fonctionne, il aura du mal à se mettre à la place de l'autre à l'âge de 3 ans. Donc, comprendre que Paul crie ou a peur ou se roule par terre ou parfois le tape, non pas parce qu'il est méchant ou parce qu'il lui en veut, mais parce que son cerveau souffre de dysfonctionnement, c'est pas quelque chose qu'il est capable d'appréhender évidemment tout de suite. Donc je garde en réserve beaucoup de choses que j'aimerais lui dire, et donc j'ai écrit une lettre. J'ai écrit cette lettre, ton frère, où je m'adresse à Serge pour lui parler de l'autisme, pour lui dire ce que ça a été dans notre famille d'avoir un enfant handicapé, comment on en a souffert, mais aussi comment on a tenté de surmonter cette épreuve, comment lui-même a contribué à nous aider à surmonter cette épreuve. Et en même temps, je lui parle de façon plus vaste du monde dans lequel il vit, de la société dans laquelle il vit, des valeurs qu'affiche la France. Peut-être il faudrait dire ce que c'est que l'autisme sévère, parce qu'il y a vraiment un peu le mot autisme distingue des types très très différents. J'ai reçu sur ma chaîne des autistes qui ont une grande capacité à réfléchir, à penser. Il y a même des génies qui sont autistes. Donc peut-être si tu veux bien essayer d'expliquer un peu. Alors l'autisme c'est un spectre. Ça signifie qu'il y a grosso modo autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Donc le spectre, ça veut dire qu'il y a Paul, disons à un bout du spectre, et de l'autre côté il y a Einstein. Pourquoi ? Parce que l'autisme, ça correspond à une définition finalement assez large, qui est problème d'interaction sociale et de communication, et centre d'intérêt restreint ou spécifique, selon que tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est-à-dire que ton centre d'intérêt restreint, ça peut être appuyer sans cesse sur les boutons d'un livre musical alors que tu as 23 ans, comme ça peut être l'astrophysique,
comme ça peut être le cinéma, Spielberg, comme ça peut être la musique. Spielberg est autiste. Oui, il se présente comme tel, et effectivement, il présente des traits autistiques. Einstein présente des traits autistiques. Ils n'ont pas été diagnostiqués. Enfin, Spielberg, je ne sais pas s'il a été diagnostiqué, c'est possible. Einstein n'a pas été diagnostiqué à l'époque, mais la façon dont il se comporte. Par exemple, par exemple, le fait qu'on soit extrêmement rigide sur certaines choses, sur certaines habitudes, le fait qu'on ait des tics, certains tocs. Ça, par exemple, ce sont des indices. il avait ça, Einstein? Oui, Einstein avait ça. D'ailleurs, il n'a pas réussi dans je dirais, le parcours traditionnel. C'est parce qu'il est sorti de la voie traditionnelle qu'il a ensuite trouvé la théorie de la relativité. Mais en fait, il ne raisonnait pas comme les autres. Donc, ne pas raisonner comme les autres peut être un handicap, ça peut être un atout. Après, l'autisme dit Asperger, c'est l'autisme de très haut niveau, ne concerne que une très très petite minorité en fait des autistes. Je dirais quelque chose comme quelques pourcents, peut-être 1%. La grande majorité des autistes ne correspond pas à ce côté Rain-Man, même s'il y en a qui sont célèbres. Glenn Gould était autiste, effectivement, c'est un génie du piano par ailleurs. Mais dans sa façon de vouloir toujours jouer sur le même piano, dans sa façon de se comporter, on note des traits autistiques. Ce qui se passe, c'est que 60% à peu près des autistes en France, il y en a 700 000, ont un retard mental qui peut être très important ou plus léger. D'autres n'ont pas de retard mental et d'autres donc, ont une particularité de fonctionnement qui, bien exploitée, peut devenir un avantage. Le problème, c'est qu'évidemment, on parle toujours des génies excentriques. On ne parle pas du tout de la différence quand elle pèse, la différence du handicap. Parce que ça fait peur, le monde du handicap. La différence fait toujours peur. La différence quand elle est faiblesse et vulnérabilité fait encore plus peur. Donc, on ne parle pas du tout des enfants comme petit Paul, alors qu'ils devraient avoir leur place. 700 000 citoyens, c'est quand même important. En l'occurrence, donc plus de 350 000, c'est quand même important. Or, la France a été condamnée 6 fois par le Conseil de l'Europe pour discrimination vis-à-vis des autistes. J'ai plutôt l'impression qu'elle attend avec sérénité la 7e, parce qu'on vit dans un monde où rien n'est fait pour eux. Rien n'est fait pour s'adapter à eux. En France, on a des écoles élitistes, on a une vision pyramidale de la société, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots. Donc, pour des enfants comme Paul, il n'y a pas de place. Et c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faudrait former des gens, puisqu'on a 40 ans de retard dans la prise en charge de l'autisme. Donc là, peut-être on peut parler de ça. La compréhension de l'autisme est très déficiente. Et tu racontes dans ton livre la manière dont tu as au début, dont les psychiatres et les gens sont adressés à toi, comme si c'était quand même de ta faute. Oui, en fait, en France, et pas simplement en France d'ailleurs, il y a eu pendant très longtemps une sorte de bataille entre les psychanalystes, allons-nous dire, ou un camp psychanalytique, ou le camp psychologique de manière générale, et une autre frange des médecins qui, elle, considérait que l'autisme n'était pas lié à des raisons psychologiques. Le problème, c'est qu'en effet, l'autisme n'est pas lié à des raisons psychologiques, mais que tout le système français s'est construit autour de cette idée, et autour en fait, une idée qui relèverait, je dirais, du freudisme de supermarché, avec l'idée que si jamais l'enfant ne communique pas, si jamais l'enfant ne parle pas, si jamais l'enfant a des problèmes de repli sur soi, ça doit être lié au fait que sa mère a fait une erreur, d'une façon ou d'une autre. Moi, on m'a dit, vous êtes d'origine étrangère, vos parents ont quitté un pays pour un autre, en l'occurrence le Vietnam. Au Vietnam, il y a eu beaucoup de violence, c'est terrible. Ça a dû créer des traumas. Et bon, évidemment, je ne suis pas traumatisée puisque je parle. Mais ça a sauté une génération et c'est votre fils, du coup, qui en fait les frais. C'est effrayant. C'est assez hallucinant, c'était en 2015, donc pas si longtemps. Mon mari était avec moi, lui, on ne lui a posé aucune question et on ne l'a pas interrogé sur papa, maman, grand-papa, grand-maman, et si jamais il y avait de l'exil ou de la douleur dans sa famille. Parce que tu montres aussi souvent que, et c'est pas parce que donc, au-delà de ton propre cas, tu as beaucoup étudié
engagé, tu connais beaucoup d'autres histoires. Dans le livre, tu témoignes d'autres histoires. C'est un cas Oui, un peu fréquent. On n'interroge jamais les pères. Non, on interroge toujours les Les mères. mères. Et d'ailleurs, bon, j'ai participé là à une campagne de sensibilisation à l'autisme. Un des spots, c'est sur ça, le fait que l'autisme n'est pas la faute des mamans. Et dans le spot, on fait témoigner des vraies mamans qui disent tout simplement, répètent simplement ce qu'on leur a dit. Donc il y en a une à qui on a dit « Ah, vous avez vécu des traumatismes dans votre enfance, ça se voit ». Une autre à qui on a dit « Ah, vous avez repris le travail beaucoup trop tôt, vous avez coupé le cordon ombilical beaucoup trop tôt ». Et une autre, on a dit « Ah non, vous avez coupé le cordon ombilical beaucoup trop tard, vous n'êtes pas revenu au travail à temps ». Et il y en avait d'autres qu'on n'a pas pu mettre dans le spot. Il y en a une, ça m'avait beaucoup frappé, on lui a dit « Ah, vous n'êtes pas une maman quatre pattes, vous ». J'ai dit « Quoi, une maman quatre pattes ?» Eh bien, en fait, elle était avocate, elle avait fait des grandes études, donc elle n'était pas du genre à jouer à quatre pattes avec son fils sur le sol. Et lui a-t-on dit, c'est sans doute à cause de ça que le petit avait des problèmes. Voilà. Donc, on peut comme ça vous lancer à la figure des accusations qui, en plus, ne règlent rien à l'affaire, ne changent rien à la situation, n'offrent aucune solution, à part vous culpabiliser à mort. Et moi, je pensais que c'était quelque chose qui était en train de disparaître. Mais aujourd'hui, j'ai toujours des gens, toujours des mères qui me racontent leur expérience. Et c'est de ce niveau-là. Bon, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. J'envoie beaucoup les gens à réécouter. Je travaille beaucoup à essayer de dénoncer cette psychologisation qui est souvent fausse. Oui, et pour plein de raisons, dès que quelqu'un a un n'est problème, rien. on veut tout de suite voir un problème psychologique. La France, c'est le pays qui a le plus de psychanalyse au monde par habitant. Donc, on est imprégné de cette culture-là. Après, moi, j'ai rien contre en tant que tel, dans la mesure où, bon, même je peux l'utiliser dans mes livres. Pour moi, la psychanalyse, c'est une façon d'essayer de trouver du sens à votre vie en livrant une interprétation. Bon, cette interprétation n'est peut-être pas vraie au sens strict du terme. Ça se fait entre adultes consentants. Si jamais les gens se disent « Ah bah, si jamais j'agis comme ça, c'est à cause de ce blocage-là, j'arrive à le débloquer et j'y crois », c'est une forme de religion, et que ça les aide, ma foi, ça les regarde. Après, quand ça vient, en revanche, fourrer son nez dans un terrain comme l'autisme, dans un terrain médical, dans un terrain où la génétique joue un grand rôle, là, effectivement, je ne suis pas d'accord. Surtout que le problème, comme tu le montres, c'est que si la France est condamnée, c'est qu'il y a des manières de pouvoir aider les autismes, non pas par la psychologie, mais par une aide à partir de leur comportement. Il y a une éducation qui est possible à donner aux autistes et qui peut changer les choses. Ça ne fait pas de miracle, mais ça peut changer les choses. Et c'est ça qui fait qu'il n'est pas proposé assez aujourd'hui aux enfants autistes et dont les conséquences sont terribles au quotidien pour les parents, pour des milliers de parents. Donc, est-ce que tu peux raconter un peu, quelles sont ces approches? Alors, ces approches dont je parle d'ailleurs dans Un enfant sans histoire, c'est ce qu'on appelle l'ABA ou le comportementalisme. Elles sont recommandées officiellement depuis 2012 dans le rapport de haute autorité de santé en France. Mais, problème, on n'a pas les gens pour le faire. Parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est compliqué, parce qu'on a beaucoup de retard. Donc il faudrait former des gens. Je raconte comment, en fait, le comportementalisme peut aider des enfants à apprendre scientifiquement ce qu'ils n'apprennent pas naturellement. Je vais donner un exemple, la propreté chez mon petit garçon. Il y a des autistes, ils ont 17 ans, ils ont 20 ans, ils ont 50 ans, ils ne sont pas propres. Mais en fait, on peut leur apprendre. Dans le cas de Paul, on lui a appris. Ça a pris du temps, mais on l'a fait. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas de place actuellement dans des instituts adaptés, il y en a très peu, entre un enfant, un adulte propre et un enfant ou un adulte qui n'est pas propre, on va prendre celui qui est propre. Donc il y a une sélection qui se fait de ce point de vue, parce que c'est beaucoup plus de travail dans un cas que dans l'autre. Et quelle est la singularité de l'apprentissage, de la propreté pour un enfant autiste par rapport à un autre enfant ? Parce que lui, il ne voit pas pourquoi faire pipi et caca aux toilettes, ça présente un intérêt. Et la motivation sociale n'est pas assez puissante. Le fait que papa et maman le lui disent, le fait que la petite copine ou que le copain le fasse, ça ne suffit pas, il ne va pas imiter. Les autistes ont beaucoup moins d'imitation, en fait, de potentiel d'imitation que des enfants dits ordinaires. Mon petit garçon Serge, qui lui
À 3 ans, il est propre, il a compris, voilà, il s'y est fait, et puis c'est tout. Paul, non. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? La technique, c'est, allez, hop, vous les faites boire beaucoup, et vous les amenez très régulièrement aux toilettes. À un moment, ils vont faire pipi aux toilettes, sans forcément d'ailleurs le faire exprès, mais voilà. Quand ça arrive, il faut associer ça, déjà à des félicitations sociales. Mais t'es un champion, t'as réussi à faire pipi aux toilettes, mais t'es un héros, bravo. Et à quelque chose qu'il aime et qu'il n'aura que si jamais il réussit à faire pipi aux toilettes. J'en sais rien, ça peut être un radis. Je connais un enfant qui était addict au radis. Ça peut être les chips au poivre. Mon enfant, Paul, adore les chips au poivre ou le crocodile Haribo. Souvent, c'est alimentaire, il faut pouvoir le donner tout de suite, il faut que ça soit immédiat. C'est un processus de récompense. Bon, la première fois, il s'en fout, il est juste super content d'avoir son radis, sa chips ou son crocodile Haribo. Mais la 5e fois, il se dit « Ah, c'est marrant, quand je fais pipi aux toilettes, là, j'ai quelque chose de très sympa. Tandis que quand je fais pipi sur moi, j'ai rien de sympa. » Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'à force, ça va passer, il va aller aux toilettes plus souvent. Ça a marché. Et ensuite, au fur et à mesure, ce que vous faites, car vous ne voulez pas qu'il soit juste un petit perroquet ou un petit chien dressé, c'est que vous virez la récompense progressivement. Donc vous lui donnez le crocodile coupé en 2, coupé en 3, coupé en 4, puis une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. Une fois que voilà, tout ça est scientifiquement établi pour que justement, il ne faut pas louper une étape et que ça soit trop vite supprimé. Mais au bout d'un moment, il prend l'habitude, c'est inscrit chez lui et il peut le faire. Paul, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça ne marchait pas? Parce que Paul avait une hypersensibilité. Et donc ça a raté une première fois, de façon tellement forte d'ailleurs qu'il en venait à mordre les demoiselles qui l'amenaient aux toilettes, parce qu'on en avait marre d'aller aux toilettes. On a tout arrêté parce qu'il ne fallait pas que les toilettes soient pour lui quelque chose qui lui déplaise et qu'il déteste. Ensuite, on a recommencé au sein de son IME, qui est un des rares IME de Paris qui pratique le comportementalisme. Donc ils ont bien voulu le faire, parce qu'il faut que tout le monde le fasse. La maison, l'IME, enfin partout. Parce que sinon, si jamais il y a des règles différentes, les autistes, ils ne s'y retrouveront pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de fixe. Donc l'ABA, c'est pyramidal. Vous avez quelqu'un en haut de la pyramide qui vous dit j'ai une théorie, elle la communique à la psychologue de Paul, qui la communique aux personnes qui travaillent avec Paul. Et on met en place des procédures. Et donc le sommet de la pyramide dit bon, j'ai une hypothèse, peut-être que en fait, Paul, la transition de je fais pipi dans ma couche à je fais pipi aux toilettes, c'est trop dur. On va lui remettre la couche et désormais vous allez le récompenser quand il réussit à faire pipi aux toilettes, mais dans sa couche. Et ensuite, trou dans la couche. Petit trou, moyen trou, grand trou. Et c'était ça. Et ça a marché. Et ça a marché. Ah oui, donc c'est vraiment, ce que tu montres, c'est que pour aider un enfant autiste, il y a vraiment un travail. C'est pas juste comportementaliste au sens banal du terme, c'est vraiment une compréhension très fine de l'enfant là où il est. Et de ce qui lui pose problème. Oui, et au fond, c'est ça qui, dans la psychologie habituelle, au fond, ce qu'on veut dire par la critique de la psychologie habituelle, c'est que c'est des théories qui sont très peu en rapport au réel et que là, ce que tu appelles comportementaliste, c'est une attention extrêmement fine à la singularité. C'est Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes parce que vous avez un enfant qui est handicapé mais qui n'a pas les mots pour vous dire ce qu'il a. Quand Paul est malade, je ne peux pas le savoir. Parce qu'il ne va pas me dire « Maman, j'ai mal à la tête ». Serge, il monte tout de suite sa tête ou son ventre en disant « Maman, j'ai mal ». Paul, il ne va pas me montrer et il ne va pas me dire. Donc, c'est moi qui dois déduire. Donc, de la même façon, donc c'est très compliqué, parce que la vie au quotidien, on lui a appris à communiquer avec un système de communication par image. Ça aussi, tous les autistes peuvent le faire. Paul, il n'a pas un niveau, effectivement, où il va pouvoir aller à l'école, et il va pouvoir trouver un travail, etc., etc. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense qu'il faut dire, c'est qu'on a mis aussi beaucoup d'espoir dans le comportementalisme. C'est vrai que le comportementalisme, ça aide tous les enfants, mais il faut aussi prendre garde au niveau des enfants. Parce que tout ça tient au cerveau. C'est comme notre cerveau a un bug, dans le cas des autistes, le cerveau a un bug. Est-ce que le bug, est-ce qu'il peut être réparé? Est-ce que, puisque la route A, qui transporte les informations, ne marche pas, est-ce qu'il y a une route B? Est-ce que, on ne peut plus prendre la ligne droite, mais est-ce qu'on peut prendre des chemins de traverse? Dans certains cas, oui. Et là, le comportementalisme va vachement aider. Parce que si jamais vous pouvez faire circuler l'information par une autre route, vous allez fonctionner un peu bizarrement, mais vous allez fonctionner. Vous pouvez
vous intégrer, vous pouvez comprendre. Mais dans certains cas, c'est les cas de Paul, à 3 ans, il est comme tous les autres enfants autistes, il a l'air même moins atteint que d'autres, mais à la longue, et malheureusement il n'y a que le temps qui peut vous le dire, aucun spécialiste peut vous le dire, il n'y a que le temps qui peut vous le dire, on voit que oui, il apprend des choses, comme la propreté, mais qu'il a un plafond de verre vraiment très bas. Il a 18 mois d'âge mental, peut-être qu'il réussira à faire deux choses d'un enfant de 2 ans, mais sa marge de progression est petite. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Certains enfants qui avaient le même âge que Paul, aujourd'hui, ils vont à l'école, bon, ils ont quelqu'un pour les accompagner, mais ils suivent le programme et ils y arrivent. D'autres, il y en a un petit garçon qui s'appelait Alexandre, je me souviens, à 3 ans, c'était un chat sauvage, impossible à approcher. Bon, aujourd'hui, il va à l'école, son problème, c'est les habiletés sociales. C'est-à-dire qu'il ne sait pas lire les émotions. Si jamais voilà, tu me donnes une claque, je vais être en colère, tu vas comprendre que je suis en colère. Paul, de la même façon qu'Alexandre, ne comprend pas, ne lit pas nos émotions. Ce que notre cerveau, à nous, neurotypiques, fait tout de suite, demande un entraînement pour des personnes autistes. En fait, elles ont un problème au niveau de la lecture des émotions, elles ont un problème aussi au niveau sensoriel. Elles ont une sensibilité différente. Et ça change selon les uns et les autres. Certains, je parle dans Un enfant sans histoire de Temple Grandin, elle, ce qui est génial, c'est qu'elle a eu les mots, elle a appris à parler, elle est allée à l'école, elle est allée à l'université, elle a pu nous expliquer ce qu'elle ressentait. Elle n'a pas compris tout de suite. Tu peux raconter un peu qui est-elle? Alors Temple Grandin, qui dans Un enfant sans histoire est le miroir de Paul, pour moi c'est l'incarnation de la différence qu'on accepte parce qu'elle nourrit la croissance, parce qu'elle raconte une émulation, parce qu'elle raconte un parcours hollywoodien. C'était qui? Née en 1947 aux États-Unis, dans une famille bourgeoise. Bon, au départ, on se dit c'est quoi cette petite fille dont on se dit qu'elle a peut-être une lésion cérébrale parce qu'elle s'amuse à tartiner sa chambre d'excréments, parce qu'elle ne parle pas, parce qu'elle a des colères terribles. Son père veut l'institutionnaliser. Sa mère dit non, et sa mère, sans le savoir, va faire de l'ABA. Elle va s'adapter à Temple pour lui apprendre. Quand Temple n'arrivera pas à lire, par exemple, elle va s'adapter, changer ses méthodes d'apprentissage. Et Temple va réussir. Et Temple, aujourd'hui, est devenue une célébrité. Et en fait, elle a fait de ses difficultés autistiques un atout. Pourquoi ? Parce qu'elle sait lire le langage des animaux. Alors, plus exactement, elle s'est aperçue qu'elle réagissait comme beaucoup de bêtes à certains stress environnementaux. Donc elle comprend, elle fait un travail par exemple au sein des abattoirs, elle fait un travail au sein des cliniques vétérinaires ou des choses comme ça, pour que les bêtes, de toute façon dans les abattoirs elles vont mourir, mais au lieu d'être maltraitées, grâce à Temple Grandin, Temple a construit des installations de façon à ce que les bêtes ne soient pas stressées et qu'elles n'aient pas mal au moment où elles vont mourir. Et parce qu'elle, elle sait. Elle sait que, par exemple, là, dans cette clinique, vous avez des bêtes qui deviennent complètement dingues quand vous les rassemblez là. Alors, le problème, c'est pas la peine de démolir la clinique. Le problème, c'est le drapeau américain qui flotte et il y a du vent dedans. Ça fait peur aux bêtes. C'est ça qui les traumatise. Vous décrochez le drapeau et ce sera bon. Parce que, voilà, là, toutes les bêtes, elles s'arrêtent à cet endroit précis d'un couloir. Le problème, c'est qu'il y a 3 petits trous. Ça laisse passer la lumière. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois parce que je suis autiste. Je fais très attention aux détails. En fait, le cerveau ordinaire, il est dans la synthèse. Le cerveau des autistes, il est dans le détail. Alors, le détail, c'est très important. Si jamais vous voulez construire un pont, c'est vachement important d'avoir chaque détail vraiment à sa place. Mais c'est aussi très compliqué, parce que si vous voyez le monde que comme une infinité de détails et que vous ne pouvez pas faire la synthèse, ben votre vie est un cauchemar. De la même façon, Temple, donc, qui est devenue une experte dans ce domaine de la zootechnie et du bien-être animal, elle expliquait que quand elle était à l'université, sa colocataire se sèche les cheveux. Pour elle, c'est comme si un avion atterrit dans son oreille. Mais à d'autres moments, ça va être le contraire. C'est-à-dire que selon les autistes, on est soit hypersensible, soit hyposensible, du goût, du nez, de l'ouïe. Paul, par exemple, il est hyposensible du goût. Il adore la moutarde et les chips au poivre. Il est hypersensible au bruit. Vous le mettez dans une foule, il va hurler. On doit le faire manger à part au moment de la cantine, parce que pour lui, c'est trop difficile de supporter ça. D'autres enfants peuvent mettre des casques anti-bruit.
Voilà. Il y a des solutions, on peut s'adapter. Paul, le problème, c'est qu'il n'aime pas le casque anti-bruit, donc il l'enlève à chaque fois. Des enfants d'un niveau un peu plus élevé, bon, on leur met un casque anti-bruit, ça ira beaucoup mieux au moment de la cantine, par exemple. Il y a des choses simples qu'on peut mettre en place. Alors, il y a un autre aspect dont tu parles dans ton livre, c'est le choc quand on est une mère de découvrir que son enfant est autiste. Oui, il y a un sentiment d'impuissance terrible, parce que, en fait, le premier choc, c'est que vous vous dites, bon, ok, il est handicapé, il faut l'aider. Et vous vous rendez compte que donc, vous êtes dans le pays qui a 40 ans de retard et il n'y a rien pour aider ses enfants, et il n'y a rien pour aider leurs parents. Et, par exemple, on n'a pas de répit. Un enfant comme Polo, il ne dort pas, ou très peu, ou très difficilement. Au moment du confinement, on n'a plus de prise en charge. Il se passe son temps à se cogner la tête contre les murs, parce que obliger un enfant autiste à rester dans un appartement toute la journée sans avoir aucune possibilité de s'aérer, c'est l'enfer. D'ailleurs, mon mari a été arrêté par les flics une fois, je me souviens, parce qu'il n'avait pas l'autorisation par rapport à Polo. Mais heureusement, il a expliqué que son fils était autiste. La police n'est pas formée à l'autisme. Personne n'est formé à l'autisme. Et donc, ils ne l'ont pas cru. Mais heureusement, Polo est allé se jeter sur une guirlande de loupiotes qui pendait à la vitrine d'un restaurant fermé. Et il s'est mis à la mordre. Et Alexandre a dit « Bon, excusez-moi, mais il faut que je l'arrête. Et je reviens. » Et les flics ont vu ça et ont dit bon, « Non, non, monsieur, c'est bon, on vous laisse y aller. » Et là, ils ont compris. Bon, c'est vrai que notre problème, je pense, il est immense. On peut peut-être en sortir petit à petit. C'est vrai que s'il n'y a pas de prise en charge, au moins informer les gens pour que moi je me fasse un peu insulter dans les transports quand je suis avec mon petit garçon, parce que évidemment il a un problème où il fait du bruit et pour lui c'est difficile d'être dans les transports en commun. Et il y a toujours quelqu'un pour vous dire qu'est-ce que cet enfant est mal élevé, ouais, ou même pire, les handicapés ils devraient rester chez eux. Enfin voilà, c'est décomplexé à Paris bien souvent. Inversement, il y a aussi des gens qui vous viennent en aide. Pas toujours, hein. Mais quelquefois, rarement, il y en a qui vous viennent en aide. Et puis, dans les commerces de proximité, c'est pareil. Paul se fait dénoncer parce qu'il a touché un croissant. Et quand on explique à la dame, en fait, il est autiste, c'est pour ça qu'il n'a pas, il n'a pas appris les règles de base, parce qu'en fait, il n'y arrive pas. Et vous répond, c'est pas une raison, moi aussi j'ai une nièce handicapée. Les bras vous en tombent. Et heureusement, il y a la boulangère qui lui dit « Mais on va lui donner le croissant. Vous inquiétez pas, madame. C'est pas vous qui l'achèterez ensuite. » Et on lui donne. Voilà. Donc, les interactions au quotidien, c'est très difficile. Et évidemment, le pire, c'est voir son enfant souffrir sans savoir comment est-ce qu'on peut lui venir en aide. Quand vous voyez votre fils qui se roule par terre en hurlant ou qui se frappe violemment alors qu'il a 2 ans et qu'on vous dit « Non, il ne faut pas intervenir. En fait, ça va être pire. » Parce qu'effectivement, il va vous tirer les cheveux, il va vous mordre. Voilà. C'est effectivement une sacrée épreuve qui s'ajoute à l'épuisement, aux problèmes financiers, à l'inégalité sociale liée à ce souci, à savoir que selon où vous habitez, vous n'aurez pas forcément la même allocation de la MDPH, la Maison départementale des handicapés, qui peut vous fournir une aide, parce que la sécurité sociale, elle, ne vous fournit pas d'aide, ce n'est pas le bon département. Et en fait, vous rentrez dans le monde du handicap, c'est aussi le monde des acronymes, c'est la maison de foot d'Astérix, il faut remplir ce formulaire, re-remplir ce formulaire. Après, pour le handicap, par exemple, moi j'ai vu le papa d'une petite fille qui avait plus de jambes, il est obligé quand même de refaire le formulaire chaque année. Il était là, mais vous croyez que les jambes vont repousser ? Mais bon, on est comme ça confronté à des casse-têtes émotionnels, parce que voir son enfant souffrir et pas réussir à l'aider, c'est atroce, et des casse-têtes administratifs, financiers, et je dirais même politiques, parce que ça fait donc 6 fois qu'on a été condamné. La France fait des plans autisme péniblement, lentement, parce que je pense qu'en fait, je sais pas, nos dirigeants soit s'en foutent un peu, soit font des effets de manche. Enfin, Emmanuel Macron, c'est l'effet de manche, quoi. C'est de dire oui, Madame Le Pen, j'abats ma carte blanche sur le thème de moi président, il n'y aura plus aucun enfant autiste sans solution. Bon, c'est une blague. C'est vrai que c'est une épreuve terrible pour le couple. 85% des parents d'enfants autistes se séparent. Comment tu as fait Je sais pas comment tu fais au quotidien pour pas te décourager et garder cette flamme qui t'habite? Alors je pense que déjà cette flamme a menacé de s'éteindre à maintes reprises.
Alors j'essayais de mettre, curieusement aussi un peu d'humour, dans mes livres. Il y a de l'émotion, mais je dirais qu'on vient déjà de familles. Enfin, les catastrophes, elles frappent les êtres humains, depuis, des millénaires. Voilà. Mon mari, il est juif, bon, les 3/4 de sa famille sont morts, pendant la Shoah. Il a un humour de rescapé, un humour de survivant. Donc, par exemple, lorsqu'on a Serge, il me dit: «Bon, évidemment, on n'a qu'une trouille, c'est qu'il soit autiste lui aussi, autiste sévère lui aussi, alors là, on en aura 2, ça va être vraiment dur». Et il me dit: «Écoute, au moins on aura déjà tous les contacts». Alexandre, il est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Il fait 2 dépressions par ailleurs, il est sous antidép, moi aussi, voilà. D'ailleurs, c'est très utile. Moi, honnêtement, ça m'a sauvée. C'est-à-dire que la béquille chimique, pour continuer, pour se dire: «Bon, bah, je vais continuer à gagner de l'argent parce que j'en ai besoin pour, aider les enfants», puisqu'évidemment, ce que vous donne la MDPH ou le gouvernement ou je ne sais pas qui, bah, c'est pas assez. Je vais, faire en sorte de jongler avec les 2 petits. Je vais gérer, 7 baby-sitters, parce qu'évidemment, l'IME de Paul, bah, ça finit à 15h45. Et donc votre journée de travail à 15h45, elle est généralement pas finie. Donc tout ça, il faut de la force, c'est sûr. Moi, ce qui m'a aidée, c'est 1, mon mari. 2, le fait que, sans doute, je puisse écrire dessus, je puisse mettre des mots dessus, et que j'ai un tempérament qui fait que je serre les dents et qu'on continue. De toute façon, on me dit souvent: «Mais votre courage est extraordinaire». Il n'y a pas de courage, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut sauver les petits. Si on veut aider les petits, on n'a pas le choix, donc on y va. Donc je ne trouve pas que je suis particulièrement courageuse. J'aurais préféré ne pas avoir fait preuve de ce dit courage. Après, je pense que ça fait partie aussi de je dirais la grâce ou la bonne éducation ou la politesse de pouvoir présenter au monde une face qui soit à la fois souriante mais pas mensongère. Et dans le livre, je parle de ce qu'on appelle le kitsungi. C'est une pratique nippone où un shogun autrefois adorait son bol à thé et son bol à thé se brise. Il demande aux artisans chinois d'où vient le bol de le réparer. On le renvoie avec des agrafes en métal. C'est super moche et puis ça ne sert plus à rien, vous ne pouvez plus boire votre thé. Il demande à ses propres artisans de travailler dessus. Les artisans reviennent et au lieu d'essayer de dissimuler les lignes de faille, ils les ont passées à l'or, à la poudre d'or et à la sève, à la laque. Ce mélange a permis de restaurer le dit bol. On peut de nouveau boire dedans. Et plutôt que de cacher la cicatrice, plutôt que de cacher les blessures, plutôt que d'avoir honte, ce qui est généralement le sort des personnes handicapées et de leurs proches, voilà, pendant très longtemps, on les a cachés, les handicapés. On les a cachés au sein des familles, on les a cachés sinon dans des espèces de ghettos, des asiles psychiatriques, où on leur foutait des camisoles et puis on les attachait, quoi. Et ben, moi, je n'ai pas envie de ça, donc je pense que ça m'a aidée aussi. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, écrire, c'est une façon de faire ça. C'est une façon de dire, ben, j'ai des cicatrices, je peux nommer ces cicatrices, j'ai des blessures, je peux nommer ces blessures, mais j'arrive à les porter, je veux les porter. Et à partir de la douleur qu'on a vécue, qu'on a reçue, peut-être, on peut tirer de la beauté, on peut tirer une forme de joie ou de sérénité aussi. Évidemment, je préférerais ne pas être, quelqu'un qui a vécu ces épreuves. Mais bon, je n'ai pas tellement le choix. Je ne peux pas remonter le temps et dire finalement, on va changer ci, on va changer ça. Donc, l'idée, c'est de faire le maximum pour aider Polo au quotidien. Et dans le même temps, ne pas s'oublier, soi. Et peut-être, pour moi, c'est ma solution à moi, elle n'est pas forcément universelle, mais le fait d'écrire dessus, de mettre les choses en forme, ben ça m'aide. Et ça m'aide aussi dans la mesure où j'espère que l'intimité que je confie dans mes livres, dans Ton frère ou dans Un enfant sans histoire, c'est une intimité qui résonnera avec d'autres intimités. Je sais que voilà, le premier pas sur ce genre sur d'ailleurs toutes sortes de traumatismes de manière générale, c'est de mettre les mots dessus, pour ensuite les comprendre, les surmonter, les transcender. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je sais que voilà, avoir un enfant gravement handicapé, c'est pas forcément facile tous les jours. Ça apporte aussi une autre vision du monde, ça vous donne aussi une plus grande empathie, ça fait de vous quelqu'un de meilleur.
J'aurais préféré ne pas être quelqu'un de meilleur, hein, soyons clairs. Mais j'ai l'impression que ça a fait de moi quelqu'un de meilleur. En quel sens? Moi, je viens d'un monde plutôt dur, dans la mesure où c'est un monde où mes parents m'ont donné une éducation, je dirais, qui reflète leur propre histoire. Ils viennent du Vietnam, ils étaient pauvres, ils n'auraient pas dû survivre. Là-bas, il ne fallait pas vivre au Vietnam pendant la période où mes parents ont grandi. Mon père a vu son père assassiné, son grand-père assassiné le même jour. Il a fui avec ma grand-mère. Il a vécu ensuite en enfant accueilli par charité. Qu'est-ce qui lui a permis de s'en sortir? Le fait qu'il était très bon en maths et en physique-chimie. Il a gagné des concours, il a gagné des bourses, il a pu faire ses études, il a gagné des bourses pour aller en France, et il est devenu ingénieur, il a fait l'école centrale, ma mère est en poste, elle, au CNRS Polytechnique. Ce sont des itinéraires à la fois exemplaires de la méritocratie républicaine transposée au Vietnam, en l'occurrence, et en même temps, justement, c'est des parcours, je dirais, hollywoodiens à la Temple Grandin. C'est-à-dire que ces histoires-là, pour moi, elles cachent le côté sombre de l'affaire. À savoir que oui, on va récompenser mon père et ma mère, qui du coup disent à leurs enfants, vous devez avoir de bonnes notes, vous devez être les meilleurs, et quitte à vous oublier dedans, quitte à oublier votre bien-être, quitte à stresser à mort, quitte à vous dire que quand vous avez une mauvaise note, c'est pas la copie qu'on note, c'est vous qu'on note. Et il n'y a pas d'autre choix. Le monde est comme ça. Et en fait, non, le monde, il n'est pas comme ça. Il est comme ça parce qu'on a décidé qu'il était comme ça. Mais dans ce monde-là, donc, Paul n'existe pas. Parce que dans le monde de la compétition permanente, il n'y a pas de place pour les faibles, il n'y a pas de place pour les vulnérables, il n'y a pas de place pour les blessés. Paul, il m'a appris la grâce de la vulnérabilité. Il m'a appris la grâce, voilà, des faibles. Et il a changé ma vision de la société, il m'a changé la vision de la politique. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de militant dans l'âme. D'ailleurs, être écrivain, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous faites un pas de côté, vous regardez, vous transcrivez, vous essayez de donner du sens, vous interprétez, mais vous ne militez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop occupé à peser les points de vue différents et que votre point de vue est tellement nuancé que dans le monde des réseaux sociaux, où il faut hurler en fait pour se faire entendre, vous savez que vous ne serez pas entendu. Et moi, mon tempérament, il est comme ça, donc je sais que je ne serai pas entendue. Mais voilà, grâce à Paul, j'ai gagné davantage encore en nuances. Et l'éducation que je lui ai donnée à Serge n'est pas celle que je lui ai redonnée. Sinon, Serge, il serait rentré, je serais déjà en train de chercher quelles sont les meilleures activités pour développer. Il ferait du piano, il ferait du yoga peut-être, et en même temps, on chercherait la meilleure maternelle qui mènerait à la meilleure école primaire, qui mènerait au meilleur lycée, qui mènerait à la meilleure prépa, qui mènerait à la meilleure grande école. Et ça, c'est la course dans laquelle on s'engage en permanence, dans toutes les méritocraties en fait. Et en fait, je ne sais pas si la méritocratie est forcément le meilleur régime qui soit dans ce sens-là, parce qu'elle sous-entend que vous êtes élu et qu'il y a un mérite moral. Mais en fait, c'est pas ça. Hein. Enfin, là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit parce que vous sortez de l'ENA, ou parce que vous sortez d'une grande école, vous allez avoir des postes de pouvoir. Vous allez avoir des postes pour gouverner les autres. Mais je suis désolée, ce qu'on vous apprend dans ces écoles, j'en viens. Moi, j'étais en prépa au lycée Henri IV, qui est une prépa prestigieuse, et j'ai fait Sciences Po Paris. Bon, je vois un peu la mentalité. On ne récompense pas exactement l'intérêt commun, la solidarité et l'ouverture d'esprit, en fait, dans ces écoles. On récompense la performance. Donc, si vous êtes bon, et si vous êtes individuellement très très bon, vous allez gagner. Mais donc, il faut bouffer les autres. Et maintenant, on dit que parce que vous êtes capable de survivre à cette espèce de lessiveuse, de machine à trier et de machine à sélectionner, vous êtes à même de penser au bien commun. Je suis désolée, non, je ne vois pas le lien. Donc c'est vrai que c'est pour moi un problème que je ne voyais pas, et que je voyais d'autant moins que j'évolue dans ce monde-là. Mon mari, il est normalien, il est agrégé, il est docteur. Bon, il reste dans la recherche. Domaine aujourd'hui totalement dédaigné en France, puisqu'on se fout des profs et qu'on n'investit pas plus dans l'éducation que dans l'hôpital, je dirais.
et c'est une honte. Mais en fait, c'est mon mari d'ailleurs le premier qui m'a dit non, mais tu sais, moi, être normalien, je m'en fous complètement. Ça dit rien sur moi en fait. Ça veut juste dire qu'à un moment, j'étais capable de passer un concours, que j'ai reçu une médaille pour le concours. Mais c'est tout. Et alors de la même façon que, ah bah voilà, parce que vous êtes très bon en basket, vous allez gagner des millions. Vous êtes très bon en football, vous allez gagner des millions. Mais quel rapport avec votre mérite ? C'est pas un mérite, ce sont des dons que vous avez et qui sont valorisés dans la société du XXIe siècle pour telle ou telle raison. Ça n'a rien à voir avec le mérite. Bah, le champion du monde de bras de fer, il ne gagne pas des millions. Bah, et pourtant, il est super doué dans ce domaine. Est-ce qu'il ne mériterait pas dans ce cas-là ? Bah non, parce que ce n'est pas un mérite moral. Et le problème, en fait, de ceux qui gagnent dans la dite méritocratie, c'est qu'ils se disent « Bon, si je suis là, c'est grâce à moi. C'est grâce à mon travail, c'est grâce au fait que je suis intelligent, c'est grâce à... » Ceux qui sont en bas, du coup, c'est aussi de leur faute. C'est aussi de leur faute si jamais ils sont en bas. Ils avaient qu'à mieux travailler, ils avaient qu'à aller à l'école. Oh, bon, ils étaient moins intelligents, bah, c'est de leur faute aussi. Oh, ils ont eu un accident de la vie, bah, c'est leur faute aussi. Oh, ils ont une maladie, oh, bah, c'est de leur faute. Oh, bah, il y a eu une épidémie, bah, c'est de la faute aussi du pays. Vous voyez, il y a le raisonnement qui se met en place, alors qu'au moins, si vous voulez, à l'époque de la, je sais pas, de la féodalité, le privilège de naissance, c'est totalement inique. Mais personne ne se dit je mérite d'être là où je suis. Bah non, c'est juste parce que vous êtes né là où vous êtes. Mais là où vous êtes né, c'est tout. Il n'y a aucun mérite. C'est le privilège de la naissance. Aujourd'hui, on se dit ah bah je suis en haut de la pyramide, je le mérite. D'ailleurs, aux États-Unis, on le voit très bien, des parents ont été pris dans un scandale parce qu'à un moment, il y a eu en fait des passe-droits pour certains enfants de familles riches. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, ce passe-droit existe tout à fait légalement. Vous pouvez faire une grande somme d'argent, faire don d'une grande somme d'argent à une université, et ça va aider votre enfant à rentrer dedans. Mais en fait, ce que ses parents voulaient, c'était pas ça. C'était une admission sur le mérite. C'était une admission sur le dossier, pas une admission sur... Ils avaient l'argent, mais c'est pas ça qui les intéressait. Donc aujourd'hui, je pense que la méritocratie en tant que telle, il faut la remettre en question, il faut la repenser, et je pense que c'est les premiers de cordée, comme on dit, ils devraient peut-être réfléchir au fait que leur arrogance n'est pas faite pour maintenir l'harmonie sociale. Que le mérite, ça peut être aussi un ferment de discorde. Écoute, merci infiniment. Je crois qu'on a fait vraiment, que tu montres vraiment un parcours et une réflexion impressionnante. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire tes 2 livres. Eh ben, merci Fabrice. Beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. Abonnez-vous, ça vous permettra de ne pas manquer les prochains épisodes qui, vous allez voir, sont passionnants.